Il s'appelle Patrick Mayo. Il est cadre du CPG, Congo Prospère Grand, le parti politique qui est sur le front, qui fait face au Rwanda, qui parle en faveur de la RDC. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, trêve humanitaire qui entre en vigueur ce soir. Ouais. Devions-nous nous en réjouir, en pleurer ou rester perplexes? Comment l'avez-vous accueilli personnellement? Vous savez, personnellement, cette trêve humanitaire m'a laissé perplexe, ça il faut le dire, parce que c'est bien, il fallait qu'il y ait une trêve, parce que la guerre n'est bonne pour personne. Elle a commencé d'abord comment? À partir de quel moment négocions-nous une trêve? Je ne sais pas, peut-être que moi, en tant que journaliste, il y a un moment où quelque chose m'a échappé. Écoutez, il y a des choses qui font partie des cuisines de la diplomatie à un certain niveau, si au niveau du président de la République ou du ministère des Affaires étrangères, avec les États-Unis d'Amérique qui se sont impliqués pour obtenir cette trêve, dite humanitaire, qui pour moi, on ne devrait même pas l'appeler humanitaire parce que ça fait 30 ans que ce coin de notre pays a besoin d'une trêve humanitaire. C'est ça. Pourquoi seulement aujourd'hui? Question mark. Mais j'ai dit que ça me laissait perplexe parce que, dans le fond, pour aller négocier, on s'attend à gagner quelque chose sur ces revendications et à en perdre. C'est ça le but de la négociation. On ne va pas dans une négociation avec 100% de revendications et sortir avec 100% gagné. Alors, dans ces négociations, quelles sont les conditions que posent les partis en face de nous? Parce que tout dépend de ça. Quand on négocie, on est censé céder quelque chose. Qu'est-ce que nous cédons? Première interrogation. Après ça... Donc sur la table des négociations, oui. Quels sont les compromis qu'on a faits? C'est ça justement la question que vous posez. Justement, les compromis qu'on a faits. Les concessions, je voulais dire. On a fait des concessions, oui. Forcément il faut en faire pour arriver à lesquelles justement, les informations jusqu'à ce moment, les conditions ne sont reprises qu'au conditionnel. Parce que nous n'avons pas encore eu les détails de cet accord qui nous amène à cette trêve. D'accord, on l'a eu comme une information diffusée. Je pense que dans les jours qui suivent, les services compétents rendront public les détails et nous saurons... Vous parlez du gouvernement congolais? Et du gouvernement congolais et surtout de l'émissaire ou de l'intermédiaire qui est les États-Unis d'Amérique. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont négocié d'une part et d'autre. Alors, ça pourrait vraiment être un autre avantage, une telle trêve, alors que le M23 soutenu par le Rwanda a gagné du terrain juste à la veille même de l'entrée en vigueur de cette trêve. Écoutez, à quoi est-ce que ça peut nous profiter, justement? Ça nous profite, effectivement, parce que nos populations respirent un peu. C'est des zones de guerre. C'est nos populations, ce ne sont pas les populations des pays limitrophes. Il est un secret pour personne que dans cette guerre, c'est le Rwanda qui nous fait face. Vous n'avez jamais entendu parler des bombes qui tombaient sur des maisons au Rwanda. Par contre, c'est des bombes qui tombent sur nos maisons chez nous. C'est nos populations qui souffrent. Et donc, pendant cette trêve, vous avez même, j'ai suivi tout à l'heure votre journal, où la ministre des Droits humains se mettait la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Adizamounana, qui a mis en branle justement la machine pour avoir beaucoup de moyens afin d'acheminer de l'aide humanitaire. Oui. Effectivement. Alors, cela ne peut se faire que pendant cette trêve et pas pendant qu'il y a des bombes qui pleuvent. Voilà. C'est un avantage pour nous de nous occuper de nos populations. D'accord. Mais au-delà de ça, il fuiterait certaines langues qui disent que il y aurait des conditions des partis en face de nous, comme quoi on devrait créer des zones tampons à la frontière RDC-Rwanda pour ces zones qui seraient censées accueillir des réfugiés congolais Tutsis qui seraient au Rwanda actuellement et que ces réfugiés reviendraient pour occuper ces zones tampons-là. Et on accuserait notre armée d'avoir des FDLR en son sein et que l'armée ne devrait pas s'approcher de ces Tutsis-là parce que les FDLR feraient les génocides. Bon, on accuse toujours ces fameux FDLR en RDC d'être une menace pour le Rwanda, mais vous savez, vous comme moi, qu'il n'y a pas d'attaque documentée de ces gens sur le territoire rwandais. Mais nous avons plus d'une preuve chez nous des massacres commis par les militaires rwandais. Donc on peut en sortir encore perdant après cette trêve, justement. Je vous dis que c'est un risque. Un risque, oui. Je vous dis que c'est un risque, parce que comme j'ai dit au début de mon propos, aller à une négociation,
veut dire que vous allez céder quelque chose. Vous comprenez? C'est un risque. Parce que cette zone tampon-là, où on ne veut pas que notre armée ait le contrôle, que notre armée prenne le contrôle sur cette zone tampon, qui sécurisera cette zone tampon? Et de plus, c'est une zone tampon à la frontière d'un pays qui est un pays agresseur. Oui. Agresseur et belligérant. On va ramener des réfugiés sur le sol congolais. Ce sont des Congolais, c'est normal qu'ils reviennent chez eux. Mais ça fait des années que la RDC demande au Rwanda d'identifier les réfugiés congolais qu'il a chez lui, de nous permettre de confirmer que c'est des Congolais réellement. C'est tout simple. Il suffit d'analyser la généalogie, l'historique généalogique de quelqu'un sur 2 générations, ton grand-père, ton arrière-grand-père, et on sait si tu es de quel point ou pas. Alors, j'ai beaucoup de questions qui t'a redonné. Je suis à votre disposition. Le Rwanda a, par 2 fois, dans des communiqués, remis en cause la qualité même des États-Unis de pouvoir être médiateurs dans le conflit dans la région des Grands Lacs. Alors, à partir de quel moment on a intéressé les Américains pour qu'ils viennent sortir un tel communiqué sur un ton pratiquement paternaliste qui viennent tenser la RDC? En fait, vous voyez... à quel jeu jouent justement les Américains? Les Américains, pour moi, c'est un avis personnel qui n'engage que moi, c'est le pyromane qui joue au pompier. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, notre gouvernement a accusé une grande firme américaine de développer ces matériels électroniques, il n'y a pas un secret, c'est Apple, avec des minéraux qui sont... Des sangs, oui. Les minéraux du sang, pris au Kivu, qui traversent par le Rwanda, et voilà. Et aujourd'hui, c'est le même pays, les mêmes États-Unis qui viennent chercher la paix. Bon, à quoi ils jouent? Et comme vous l'avez dit, les rebelles, bon, l'armée rwandaise avec ses suppôts du M23, ont eu une certaine avancée, ont pris d'autres localités. Donc à ce moment où on fait le cessez-le-feu, ce n'est pas qu'ils libèrent les localités, c'est un statu quo. Chacun reste où il est. Ça veut dire qu'ils se reposent, ils renforcent des positions sur notre sol. Oui. Et on revient à votre question, à quoi jouent les États-Unis? À quoi jouent les États-Unis, effectivement? Quel est qu'est-ce qui les pousse à avoir ce regain de compassion maintenant? Et à quoi joue même le gouvernement congolais aussi? Non. Bon, est-ce qu'on est en droit de se poser la question? Effectivement. Quelle idée a derrière le gouvernement actuellement? Effectivement. Ça a été imposé, c'est trêve, vous pensez? Non, nous sommes un pays souverain, on ne va pas aller jusqu'à parler d'imposition. Non, nous sommes souverains et nous tenons encore à notre souveraineté, à notre dignité. On ne va pas accepter qu'on nous marche sur les pieds. Mais je pense, à mon avis, que le gouvernement se trouve à cheval entre différents sentiments. Il y a le bien-être de sa population, qui est un de ses devoirs régaliens. Il y a aussi le contrôle total du territoire national et en assurer l'intégrité, qui est aussi une de ses missions régaliennes. Mais alors... Mais au travers de la trêve, ce sera toujours le statu quo, vous avez dit. Oui, ce sera le statu quo, mais au travers de la trêve, il y a déjà l'autre aspect où on va s'occuper des peuples meurtris. Des déplacés. Des déplacés et même des... Alors, quand on dit que pendant la trêve, il y aura des aides humanitaires, on doit laisser justement le cheminement des aides humanitaires, mais aussi les déplacés doivent regagner leur lieu d'habitation. Mais comment comprendre ça si les rebelles sont toujours là? Par quel mécanisme on va faire pour qu'ils regagnent chez eux, ces déplacés ou ceux qui ont fui la guerre? En fait, les déplacés peuvent regagner leur lieu de résidence naturelle par différents mécanismes. Les Nations Unies sont encore là, ils peuvent s'en occuper, les ONG peuvent s'en occuper. Mais il y a des régions sous contrôle par des rebelles, Tout à fait, parce que quand on fait cette trêve, ça ne veut pas dire que c'est fini, ça s'arrête là. La trêve, on a dit, c'est pour engager des escalades progressives. Ça veut dire que pendant la trêve, et même après la trêve, des pourparlers auront lieu. Vous comprenez? Les pourparlers auront lieu. Mais dans les pourparlers, le gouvernement congolais, à mon humble avis, devrait aller avec comme cheval de bataille, d'abord la reconquête de tous les territoires. On peut les reconquérir par les armes, on peut les reconquérir par le dialogue. On peut se reconquérir ces territoires par le dialogue. On revient à ce que j'ai dit au début, ce qui nous laisse perplexes,
personnellement, c'est qu'est-ce qu'on perd? Parce que quand on saura... C'est une négociation, comme j'ai dit. Vous donnez quelque chose pour recevoir quelque chose. Je prie que nous ayons des fins négociateurs à ces tables-là. Avec une nouvelle ministre des Affaires étrangères, peut-être... Écoutez, elle est peut-être nouvelle ministre, mais elle n'est peut-être pas nouvelle dans la négociation. Ah, peut-être que c'est... Il y en a qui ont même des talents innés en négociation. Est-ce que cette trêve fait le lit d'un dialogue inéluctable, mais je dirais un dialogue qui sera final, peut-être? Pour ma part, ce dialogue, je l'espère final, parce que, entre nous, ça fait quand même 30 ans que ça dure, cette histoire. Si c'est un dialogue qui permet un retour final de la paix, d'accord, c'est bien. On est tous d'accord, on a tous besoin que cette paix y soit. Mais on ne va pas aller chercher la paix à n'importe quel prix. D'accord? On ne va pas aller chercher la paix à n'importe quel prix. Il y a des choses qu'on n'acceptera pas, qui, je l'espère, notre gouvernement n'acceptera pas. Quel que soit le prix à en payer, il y a des choses sur lesquelles nous devons bloquer. On ne peut pas céder une partie du territoire parce qu'on veut la paix, ok, on vous donne un morceau du Congo. Non. Là, on va vraiment marteler sur ça. Et je pense que ceux qui seront délégués à la table de négociation iront avec cet esprit-là. Deux petites dernières questions, Patrick Mbayo. Quelle attitude devrait avoir la population, justement, pendant ces moments de trêve? Justement, la population de l'Est et même la population congolaise de manière générale. Celle de l'Est devrait, entre autres celles meurtries et tout, devrait profiter de regagner leur lieu de résidence parce que, vous savez, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces gens vivent, nous, particulièrement au CPG, nous nous sommes rendus plus d'une fois dans ces camps de réfugiés-là. La limite, ce n'est même pas inhumain, c'est plus qu'inhumain. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Et maintenant, qu'ils regagnent leur milieu naturel, où ils ont leurs habitudes, ils savent comment vivre, et que cette trêve permette à ce que tout l'Est soit solidaire, ainsi que tout le pays, soit solidaire avec ceux de l'Est. Ici, dans les zones qui ne sont pas en conflit, on demandera à la population d'avoir une attitude plus impliquée par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et tous les mouvements, tant politiques que citoyens, d'être plus à l'écoute de ce qui se négocie, de ce qui se passe sur ce terrain-là, pour, s'il le faut, amener une pression populaire pour faire amener la balance des négociations dans un sens ou dans un autre. Et le gouvernement congolais vis-à-vis de sa population, surtout de la population de l'Est, quelle attitude devrait-il avoir? Déjà, je salue l'initiative de Madame la ministre qui s'est mis déjà à s'activer. Nathalie Aziza Mounana. Oui, Madame Aziza Mounana, qui s'est mis déjà à s'activer. Elle est prompte, hein? Oui, c'est remarquable en tout cas. C'est pourquoi je salue vraiment, en mon nom et au nom de CPG, nous la félicitons pour cet acte qui va permettre de soulager tant soit peu nos frères de l'Est. C'est déjà un grand pas. Ensuite, à ceux du gouvernement, de notre gouvernement, qui sont maintenant en train de mener la danse en négociation, ils doivent savoir qu'ils ont le destin de tout un pays entre leurs mains. C'est le destin de tout un peuple. Tous, nous avons les yeux rivés sur le gouvernement ces jours-ci. Nous devons voir et entendre des bonnes nouvelles venant de ces négociations-là. On ne veut pas de fumée grise, mais de réelle fumée blanche. Par fumée grise, ça peut être un truc caché avec des trucs cachés. Après, nous sommes perdants au finish. On veut vraiment une fumée blanche dans laquelle on a la paix, la vraie paix, et sans perdre ce qui est l'essence même de notre pays, de notre territoire. Merci, Patrick Mbayo. C'est moi qui vous remercie. Un dernier invité pour boucler ce Kin Direct. Restez encore avec nous, madame, monsieur.